Radio Campus Clermont, en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand et le réseau Femmes, vous présente la Semaine des droits des femmes. Si les débuts de carrière sont les mêmes, c'est vers 35 ans que se pose un problème, soit parce que la femme s'auto-limite, soit qu'on lui refuse toute responsabilité importante. Les entreprises de plus de 300 salariés devront présenter chaque année un rapport comparatif de la situation des hommes et des femmes. Du 8 au 16 mars 2013, tout au long de cette semaine au féminin, Radio Campus vous propose de retrouver son équipe lors de tables rondes et de débats. Oui, on a vu dans ce reportage, vous en êtes aperçu, une jeune femme qui n'a accepté de parler que de dos. Elle ne voulait pas parler à visage découvert parce qu'elle craignait que cela nuise à sa future carrière, ce qui est très révélateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Donc Radio Campus, en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand, vous proposera 4 débats dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Alors pour ce premier jour, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vivre une interruption volontaire de grossesse, un acte médical, un véritable parcours de combattante. Nous vous invitons tout au long de cette heure à vous rapprocher du micro, afin de réagir, de discuter avec nous et puis surtout avec nos invités que Lise va nous présenter. Oui, donc nous sommes avec Fabienne Cialtli, j'ai toujours du mal à le dire, désolée, poétesse et auteure de lignes de partage des eaux, et Geneviève Lombard du planning familial de Clermont-Ferrand. Avec nous également Thomas qui nous prêtera sa voix pour une lecture. Et Mylène Leroy, bien sûr, voilà, sexologue et psychothérapeute. Enfin, Patricia et moi-même, nous animerons les discussions avec, entre autres, la salle. Donc surtout, rapprochez-vous, on a des micros qui se baladent, donc n'hésitez pas à vous approcher. Alors au sommaire de cette émission, nous vous proposons donc de débattre, de discuter. On va commencer évidemment avec les réactions suite à cette lecture très forte qui nous parle de cet acte, l'interruption volontaire de grossesse, de l'écriture, comment on écrit après, et de l'intimité, bien sûr. Nous passerons ensuite à un thème qui va nous occuper un moment sur cet acte médical qui est finalement simple, mais le parcours est très complexe. On est confronté à de nombreuses difficultés dans ce cas-là. Nous vous proposerons un témoignage à ce moment-là. Ensuite, nous poursuivrons avec ces personnes qui accompagnent, et en particulier ces hommes. On aura également la lecture d'un témoignage. Ce sera Thomas qui nous prêtera sa voix pour ce cas-là. Et puis, nous vous accompagnons en musique, bien sûr. Voilà. Radio Campus Clermont, en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand et le réseau Femmes, vous présente la Semaine des droits des femmes. Et pour commencer le débat, je me permets de poser la première question, mais bien sûr vous êtes invités à participer. Alors la question de vivre son IVG relève de l'intimité. C'est toujours une expérience très personnelle. Et donc pour commencer à pas dire de bêtises, je voulais poser la question de comment faut-il ne pas parler de l'IVG ? Question que vous êtes peut-être posée. À qui À moi. Vous avez Fabienne Cialtli, on vous laisse le micro. Oui, moi je crois. Il y a une expression que j'aime bien, c'est que l'écriture permet de passer de la plainte à la création. La plainte, on peut la déposer quelque part dans un lieu intime avec un professionnel ou on va dire une oreille attentive, un ami, une amie. Voilà, on vient dire une souffrance comme ça en l'état. La création, l'écriture par exemple, ça peut être un autre art, c'est ce qui permet de rendre ce qu'on a vécu ou pas, puisque ça peut être de la fiction, mais là, bon, de toute façon, lisant le texte, on sent bien qu'il y a du vécu. On peut l'entendre, on peut le partager avec l'autre, c'est-à-dire qu'on met quelque chose, on met de l'espace entre son expérience intime et l'autre pour que l'autre puisse recevoir cette histoire-là, ne pas être submergé, mais pouvoir en venir peut-être mettre en écho ses propres questions et sa propre intimité. Voilà. Donc je crois que c'est la différence entre un témoignage, qui peut avoir de l'intérêt aussi, mais dans un certain cadre, et une création littéraire, effectivement, où
Moi, j'ai mis du temps, j'ai pesé chaque mot, j'ai pesé ce que j'avais envie de transmettre, j'ai beaucoup réfléchi, même si le texte est court et peut paraître simple dans sa forme. Bon, ça, c'est un travail que j'aime faire. Mais voilà, il faut que ceux qui l'écoutent ou le lisent ne se sentent pas otages de ça. Voilà. Combien de temps, justement, vous a fallu pour écrire ce texte ? Alors, c'est difficile à dire en termes de temps parce que j'ai beaucoup de chantiers en même temps, mais je dirais souvent, entre le moment où l'idée me vient et où un texte est publiable, c'est-à-dire que je le donne à un éditeur, il se passe 1 an et demi. Mais ça ne veut pas dire forcément que j'ai passé 1 an et demi à écrire tous les jours. Voilà. Et donc, sur la question de l'IVG, il y a souvent lié la question de la culpabilité, en fait. Voilà, est-ce que c'est une des questions que vous êtes posée en écrivant, de voir à la fois la culpabilité qu'on pouvait avoir face au corps médical et face à soi-même et face à vos lecteurs, en fait, comment traiter ça, quoi. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'avortement, donc la place de la culpabilité, je crois que c'est pareil. Ce que j'ai constaté, c'est que ce que je dis quand je lis ce texte, je dis d'abord, je ne fais pas de prosélytisme, mais il y a une loi qui existe qui permet aux femmes d'avorter, c'est bien. Après, on peut discuter si cette loi pourrait être mieux appliquée ou pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut discuter. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Sur la notion de culpabilité, je crois qu'elle est... Un avortement, c'est une histoire intime qui vient de résonner de manière intime en nous et qui se fait émerger selon l'époque, selon l'âge qu'on a, selon la relation qu'on a avec son compagnon, enfin, des questions qui peuvent être celles de la culpabilité. Moi, en tout cas, personnellement, j'en ai pas ressenti. J'ai pas senti de la culpabilité, ça c'est certain. Geneviève Lombert, justement, est-ce qu'on nous l'impose pas, cette culpabilité, et puis qui nous l'impose ? Bien, je ne sais pas si je vais répondre directement parce que c'est toujours difficile de parler après une création. Ce qu'on vient d'entendre était très beau et je remercie des poètes ou des poétesses, je ne sais pas comment vous voulez être appelés, d'être capables de dire ça et de dire, comme vous le dites, l'intime et de dire le personnel. Moi, je peux répondre à vos 2 questions à la fois. Je ne crois pas... C'est vrai qu'une histoire d'avortement, c'est de l'intime et c'est du personnel et que chaque histoire est liée à la personne. Mais, comment dire, les femmes ont trouvé des réponses à un certain nombre de problèmes, justement en dépassant l'intime. Et c'est parce qu'on a mis l'intime, entre guillemets, ou en tout cas le personnel, on s'est rendu compte qu'il était très partagé et qu'on a mis l'intime sur la place publique et qu'on a fait, on a justement pu parler. Donc moi, je remercie la poétesse de cette parole et je me sens tout de suite, moi, je ne sais pas si je suis experte, mais en tout cas, je suis porte-parole. Et c'est bien parce qu'il y a la parole que les femmes ont déculpabilisé. Alors, la culpabilité, c'est celle qu'on nous met dans la tête. Elle est très bien rendue dans le texte. Hein. Le médecin cherche des mots pour dire. Et très souvent, c'est lui qui dit comme si chaque femme était censée s'excuser presque. Alors que je répète que l'avortement, comme vous l'avez dit, est un droit et que c'est un droit, point. Il n'y a pas d'excuse à donner, il n'y a pas de permission à demander. Il n'y a pas d'excuses à fournir comme si on était encore des mineurs à qui et des excuses à qui les excuses. Donc la culpabilité, c'est parce que on croit qu'on a à s'excuser auprès de quelqu'un. Donc on a à s'excuser auprès de personne puisqu'on est face à un droit. Et c'est ça l'important. Et cette parole-là, il faut continuer à la porter. Et tant qu'on la portera, le droit existera. Et au planning, on a toujours fait en sorte d'écouter l'intime des femmes, mais on a aussi organisé, et depuis le début, des entretiens collectifs. Parce que c'est quand les femmes se sont aperçues que leurs mots ou leurs soucis étaient les mêmes que ceux de la voisine, qu'elles ont réussi à dépasser justement une culpabilité
que l'éducation, la religion, la société, la famille leur avaient mise en tête et la représentation qu'elles avaient d'elles-mêmes. Les stéréotypes ont la vie dure. Hein. Même dans les textes européens, la femme est associée à la famille. Même dans le planning familial, on porte encore, depuis 1956, des choses qui perdurent hein, de l'existence de ce mouvement qui pourtant est un mouvement féministe. Y a-t-il des réactions dans la salle ou on passe J'avais une question peut-être sur le texte lui-même de Fabienne Velti. Vous avez dit « je dis rien » à plusieurs reprises. Il y a ce mot « rien ». Il y a aussi « il ne sait rien de moi, c'est mieux ». C'est compliqué quand on est face à ce corps médical, le rien. Oui, parce que effectivement, je dis rien, et il est même en italique pour montrer que parce qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Je suis pas du tout comment dire. C'était un médecin bienveillant, enfin, mais il y avait peut-être pas de mots. Il y avait. Par contre, effectivement, là où j'en rajoute, c'est arrivé à une période de ma vie où on nous pousse, nous, les femmes, un peu à fermer boutique, enfin, comme si nos vies, elles se finissaient, voilà, à partir de 45 ans, avec ce mot terrible de ménopause. Moi, j'y croyais tellement que je faisais plus gaffe à ma contraception. Bon, ça, c'est anecdotique, mais ça raconte quand même quelque chose, c'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte et que ça m'énervait beaucoup qu'il me ramenait à ça, à c'est mieux comme ça. Alors que j'avais le sentiment au fond de moi que si j'avais voulu, voilà, mais sauf que je n'avais pas envie. Mais je ne me sentais pas en train de d'enlever une maladie. Voilà. Et ça, c'est peut-être plus ça qui m'agaçait. Mais à partir de là, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire, je l'ai décidé. Donc ce que j'ai besoin, c'est d'un professionnel à ce moment-là qui m'aide à faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais malgré tout, on est face à un être humain qui a certainement passé une journée qui est la sienne. Voilà, donc on est dans une espèce de difficulté de communication et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le texte sans poser de jugement parce que j'aime pas juger, j'aime pas ni rajouter du pathos. Mais c'est comme ça que ça s'est passé quand même dans ce dialogue un peu en creux. Si vous permettez, moi, je veux bien rapporter aussi la parole d'un soignant. Alors, je ne suis pas du tout du corps médical, hein, mais le planning a édité l'année dernière, je crois, ou en 2011, avait ouvert un blog qui s'appelait « J'ai avorté, je vais bien, merci ». Donc, un certain nombre de femmes ont témoigné, des femmes qui avaient avorté, mais aussi des soignants. Et on en a fait un livre. Voilà, je vous le conseille, il est assez intéressant. Et il y a un témoignage de médecin. Moi, j'ai lu aussi votre texte au planning, et il y avait notre présidente qui était là et qui est médecin. Et elle a beaucoup entendu le il de votre poème. Et ça m'a surprise, et qui est donc gynéco, hein, sa question a été, sa remarque a été, mais quand c'est une femme, c'est différent. Alors, je ne sais pas si c'est différent, mais c'est ce qu'elle a dit. Et dans le petit livre, il y a un témoignage. Là, je vous le lis. Je fais vite, je ne vais pas tout vous lire. J'ai avorté, je vais bien, merci. Sauf que j'étais de l'autre côté de la canule. Alors, il s'agit d'un avortement chirurgical et pas médicamenteux, comme celui dont on vous a parlé tout à l'heure. Et que j'y retournerai bientôt. Ce qui veut dire, je n'ai pas avorté moi-même, mais j'ai avorté d'autres femmes et je vais bien. Merci. Pas de cauchemar, pas de culpabilité, seulement la question à chaque fois que je reçois une femme en consultation ou pour l'échographie. Est-ce que je me comporte bien? Y a-t-il une seule bonne façon de se comporter quand on est le médecin qui reçoit une femme qui veut avorter? Comment faire pour la laisser choisir de voir la grossesse sur l'échographie si elle le veut? Comment faire pour ne pas minimiser ses douleurs? Comment savoir si elle souffre moralement? Cet acte est banal pour moi parce que j'y ai réfléchi avant de décider de pratiquer des IVG. C'est plus beau qu'avortement, non? C'est moins connoté. Il y a moins d'affect, c'est plus technique.
La décision a été rapide. Pourquoi obliger une femme à avoir un enfant avec tout ce que cela implique alors qu'on a les moyens de lui permettre de choisir si elle en veut vraiment un et quand elle le veut? Il est banal également parce que c'est un petit acte chirurgical ou médical que les gynécos réalisent régulièrement, que ce soit pour des avortements ou pour des fausses couches, qui sont en fait également des avortements mais non choisis. Et d'un point de vue médical, c'est un acte majoritairement bénin, très peu de complications. S'il est banal pour moi, il ne l'est pas forcément pour d'autres femmes, notamment parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. Je n'apporte que le support technique, notamment parce que je ne subis pas la pression sociale ou la prophétie, notamment parce qu'elle ne le pratique pas tous les jours, vu le temps que ça prend, tant mieux. Et donc, dans ma pratique quotidienne, je jongle souvent entre différents comportements parce que j'aimerais bien ne pas aggraver, générer la souffrance, c'est-à-dire la douleur morale d'une femme, mais ne pas non plus banaliser la démarche si la femme qui est en face de moi souffre. C'est dur de ne pas avoir un discours unique, mais le blog « Je vais bien, merci » va beaucoup m'aider, j'en suis sûre. Voilà, alors elle continue, quand j'étais bébé doctoresse, etc. Je voulais juste dire que dans la formation médicale, l'avortement, il y a des étudiants ou des médecins dans la salle, c'est 1 heure dans tout le cursus des études de médecin. Donc, ça pose aussi le souci, vous parliez tout à l'heure d'une relation avec le médecin, ça pose aussi le souci des médecins qui sont prêts à faire des avortements. Et c'est une des premières choses qui en Auvergne fait obstacle à l'avortement. Parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Clermont-Ferrand, on peut avorter vite, dans les délais et facilement. Donc je le dis comme ça parce que c'est pas vrai dans toute la France, avec aujourd'hui les hôpitaux qui ont fermé, les maternités, les centres IVG, etc. Mais le problème dans certains centres IVG du département, c'est justement qu'il n'y a pas assez de médecins qui pratiquent les avortements ou qui acceptent de le pratiquer. À cause de la clause de conscience. Donc ce qui recule les choses, c'est que le centre est obligé de pratiquer des avortements, mais s'il n'y a pas 3 médecins, il n'y en a qu'un. Il peut faire que le travail d'un seul médecin une fois par semaine. Et puis, il y a le fait que les médecins ne sont pas obligés de pratiquer l'avortement, qu'ils ont une clause de conscience qui fait oui, que... Oui, mais parfois... le lieu est obligé de les pratiquer. Donc, si le médecin refuse, un autre médecin doit le faire. Le problème, c'est combien de médecins acceptent de pratiquer. Et c'est là la limite, quoi, c'est tout. Et c'est une grosse limite quand même dans un certain nombre de régions. Mais je tiens à dire très fort que à Clermont, on a regroupé 2 services, la maternité et la polyclinique, qu'aujourd'hui qui fonctionnent, qui ont mis du temps à fonctionner correctement, avec des problèmes de mise en place, mais qui aujourd'hui fonctionnent. Voilà. Donc le parcours qu'on dit de combattant d'une femme, si les femmes sont informées, c'est pour ça que la parole est importante. Raconter, dire, informer, merci demoiselle, on m'apporte un verre d'eau, c'est extrêmement important. Plus les femmes sont informées, plus moins ça se passera mal et plus elles pourront exiger. Quand elles passent au planning, on leur dit, vous n'êtes pas obligés. Je parle des jeunes femmes, parce qu'au planning, on voit beaucoup de jeunes femmes, de très jeunes femmes parfois. Vous n'êtes pas obligés de regarder sur l'échographe. Voilà. Alors après, c'est une relation avec le médecin. Bon. Les médecins non corrects, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça quand même. Il y en a. Je vous propose, si vous voulez déjà intervenir auprès de nous, n'hésitez pas à vous rapprocher. S'il y a des membres du corps médical, n'hésitez surtout pas à vous prononcer. Et en attendant votre venue, on va écouter une musique d'Amanda Palmer, et qui nous parle justement de cette interruption volontaire de grossesse. They were always friendly, but the
Les entreprises de plus de 300 salariés devront présenter chaque année un rapport comparatif de la situation des hommes et des femmes. Du 8 au 16 mars 2013, tout au long de cette semaine au féminin, Radio Campus vous propose de retrouver son équipe lors de tables rondes et de débats. Il est 15h26, nous sommes en compagnie de Fabienne Zuelti, poète, Geneviève Lombard, membre du planning familial, et Mylène Leroy, sexologue et psychothérapeute. Dans le cadre de la Semaine des droits des femmes, nous abordons aujourd'hui l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est aujourd'hui un acte médical simple, mais ça reste bien souvent un parcours complexe, presque un parcours de combattante. Floriane est allée à la rencontre d'une jeune fille, plutôt ravie de témoigner à notre micro, et elle nous raconte son parcours. Moi, personnellement, pour moi, ça s'est très bien passé. J'étais tout à fait au clair avec ça, il n'y a pas de souci. Là où j'ai eu le plus de soucis, en fait, c'est plutôt dans le milieu médical. Comment eux ont réagi face à ce que j'ai pu leur dire et comment moi, j'étais très au clair avec ça, quoi. J'ai demandé à ma docteure de me faire une prescription pour faire une écho dans un cabinet, sauf que quand j'y suis allée, la secrétaire avait absolument pas transmis l'info comme quoi c'était pour une IVG. Donc ma doctoresse était toute réjouie, me demandait si c'était bien le papa qui était dans la salle d'attente, et aller le voir pour avoir son groupe sanguin, etc. Était très contente, me parlait des prochaines échos que j'allais faire, pour faire détecter, etc. Sauf que moi, au bout d'un moment, je lui ai dit que c'était pour une IVG, quoi. Et que je l'avais dit à la secrétaire et que je voulais vraiment juste pour faire une ordonnance, quoi. Donc elle s'est sentie très mal et s'est excusée et tout ça. Et du coup m'a dit que j'étais venue pour rien, ce que je pensais bien. Donc voilà, donc on voit bien que des fois les secrétaires transmettent pas la bonne info et que ça peut mettre dans des situations un peu compliquées pour des nanas qui peuvent être un peu en question, quoi. Ce qui n'était pas mon cas, heureusement. J'ai eu mon ordonnance, je suis allée dans un cabinet pour faire mon écho. Donc la nana à l'accueil demande à mon copain de venir avec moi dans la salle pour faire l'échographie. On demande que non, puisque c'est pas forcément la peine qu'il soit là. C'est une échographie intravaginale, donc c'est pas forcément hyper réjouissant comme truc. La secrétaire l'oblige à y aller. Elle n'avait pas bien lu l'ordonnance où il y avait marqué IVG. Voilà, donc on y va. Et le médecin, qui lui avait bien lu l'ordonnance, commence à me parler, à me dire, à me montrer l'écran, à me montrer le cœur qui bat, à être insistant sur ce point-là, alors que moi je lui disais que j'avais pas spécialement envie de regarder, que ça m'intéressait pas spécialement ça. Voilà, continue à insister et me dit donc vous allez accoucher à telle date. Je lui dis mais non, je n'accoucherai pas, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, un peu limite sur les bords qu'ils réagissent comme ça et qu'ils me mettent dans une situation qui peut être compliquée. Je répète que moi, ça m'a juste bien fait marrer et un peu révolté de son comportement à lui. Et on part comme ça avec notre échographie de datation pour aller à l'hôpital. Situation banale, moi j'étais sûre et on était sûrs de ce qu'on voulait, etc. Donc je vais à l'hôpital, j'arrive le matin, très bien, bonne prise en charge de la secrétaire, etc. Donc l'acte se passe très bien, sauf qu'ils m'ont pas endormi jusqu'à la fin de l'acte. Voilà, c'est quand même pas hyper agréable, donc je me suis réveillée, il y a sûrement eu la dose d'hormones qui a chuté d'un coup, donc j'étais pas hyper à l'aise de ce que je venais de vivre. Un peu limite sur les bords, quoi. Donc voilà, et puis une fois que je me suis réveillée, tout ça, ça allait bien, ça m'a pas du tout traumatisée, mais c'était encore une chose qui faisait que j'ai trouvé que les médecins étaient un peu limites, quoi. Ils faisaient ça un petit peu à la va-vite, sans forcément prendre beaucoup en compte la femme qu'ils avaient en face d'eux, quoi. Quelques mois après, mes parents m'appellent en me disant qu'ils ont reçu un papier pour payer une prestation médicale chez eux, qu'ils n'ont pas compris. Voilà, donc je vais voir, et en fait, ils avaient envoyé la facture à l'adresse de mon père, chez qui je n'habite plus depuis 4 ans. Voilà, donc alors que j'ai ma propre carte vitale avec ma propre adresse, qui est totalement différente. Et donc je les ai appelés, je les ai fâchés, et ils m'ont dit que en fait j'étais venue quand j'étais petite, et qu'ils avaient gardé la même adresse que quand j'étais petite. Ils n'avaient pas mis à jour mon dossier. Moi, mes parents étaient au courant, j'avais pas de soucis avec ça, mais j'étais majeure, quoi, largement majeure, donc c'était limite. Pour conclure, je tiens à dire que pour moi, ça s'est
très bien passé, que ça m'a pas traumatisée du tout, que il y a eu que le truc qui a été le plus difficile, c'est plutôt le moment où j'étais enceinte, que j'étais très chiante et que j'étais très mal avec ce qui se passait dans mon corps, mais pas ce qui se passait dans ma tête, quoi. Voilà, et qu'avec mon copain, ça nous a plutôt rapprochés que séparés, que c'est vraiment une expérience qui a été plutôt enrichissante pour notre couple et que je le vis très bien et que je suis tout à fait à l'aise d'en parler, que c'est pas quelque chose de honteux pour moi. Dans ce parcours, plusieurs choses, plusieurs difficultés. Alors, on peut peut-être revenir d'abord sur l'indélicatesse du corps médical, là, qui est assez flagrante. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'était lors de l'échographie, surtout. Alors, en ce moment, on fait une enquête sur les différents centres IVG du département, et pour voir justement si ça fonctionne très bien, voir de la région. Et parmi les questions qu'on pose, alors il y a l'histoire du premier rendez-vous, l'histoire du délai, celle du choix entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale. On n'a pas toujours le choix, parce que suivant la date, mais aussi il y a des centres qui ne donnent pas le choix. Bon, il se trouve que sur Clermont, on le donne. Et puis, le souci numéro 1 qu'on a, il n'est pas avec l'hôpital, mais il est avec les échographies de datation. Parce que l'hôpital n'a pas assez de place pour faire des échographies de datation. Donc, ce qui fait qu'on renvoie les femmes dans les cabinets privés. Et effectivement, dans les cabinets privés, on n'a pas forcément réfléchi. 2, on est parfois encore cuit les petits oiseaux, vive la maternité, et que on est surtout là-dedans, et que par conséquent, évidemment, il y a des soucis. Et là, j'ai entendu ça, et ça m'a rappelé quelque chose dont j'ai discuté la semaine dernière avec un médecin du planning. C'est-à-dire que notre souci numéro 1, c'est les échographies de datation. Donc, on n'a pas d'échographe au planning, on n'est pas assez riche. Et donc, oui. Donc, on a bien des médecins, mais on n'a pas la possibilité de faire des échographies. Donc on renvoie à l'hôpital, qui prend souvent les jeunes filles, mais aussi parfois qui ne peut pas, enfin les jeunes femmes, pardon. Voilà, donc je crois que c'est avant tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que le parcours, quand on travaille en partenariat, ce qui est souvent le cas en fait, parce que maintenant, le planning, on connaît les centres IVG, on peut, pas tous, mais on peut se permettre de leur dire des choses. Donc, on travaille en partenariat et ça s'améliore par rapport à une époque. On n'est pas à l'abri d'une réaction médicale, je suis d'accord, ou d'un médecin qui est contre l'IVG. On n'est pas à l'abri de ça. On parlait justement de la clause de conscience. Je pense que monsieur avait une réaction par rapport à ce sujet. Oui, sur la clause de conscience, c'est quand même un petit peu particulier, dans la mesure où, dans une interview, il y a peut-être bien 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus de la date, faite sur une radio nationale, un médecin gynécologue qui avait pratiqué les avortements et qui refusait de les pratiquer à partir de ce moment-là, en disant « j'applique ma clause de conscience parce que », et là, je trouve qu'il avait été très clair, le montant de l'indemnité, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, de la vacation qu'il touchait pour faire une IVG, il parlait de 300 €, et c'est quand même scandaleusement trop bas par rapport à l'acte que ça demande. Et si on nous payait les IVG à 500 €, là oui, effectivement, je pratiquerais des IVG. D'où j'en ai déduit que pour beaucoup de médecins, la clause de conscience vaut 200 €. Oui, c'est vrai, en fait, pour préciser, c'est avec la loi Bachelot, il y a une tarification de l'activité. Oui, qui a été augmentée. Voilà, et qui fait que, par exemple, quand on fait une fausse couche, la tarification est supérieure à un IVG alors qu'ils font la même chose. Et c'est vrai qu'il y a un petit flou là-dessus. Et pour préciser, il y a un projet de loi avec redressement justement de ces tarifications. Donc, qui est passé, en fait. Qui est, voilà, mais bon, on attend un peu la circulaire quand même. Voilà, c'est ça. Mais qui est passé, en fait. La tarification a été augmentée, mais on attend effectivement une circulaire. Et qui répondra peut-être à ce désengagement, non ? C'est le projet, en tout cas ? Je ne sais pas. Non. Je ne suis pas sûre. Dans les cliniques privées, c'est évident que la recherche de
que la recherche du gain est importante. Dans les hôpitaux publics, j'en suis moins sûre. Voilà. Maintenant, on peut aussi, puisqu'on est dans la rentabilité de l'IVG, il faut aller jusqu'au bout. Il y a toujours des femmes en France qui vont à l'étranger pour des IVG qui ont dépassé le délai légal en France. Et c'est cher. Et ça nourrit les hôpitaux, des hôpitaux privés à l'étranger. Donc, il faut aussi le savoir, ça. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'IVG est un moyen de gagner de l'argent pour un certain nombre de cliniques ou d'hôpitaux privés. Pour revenir sur le parcours qu'est l'IVG, il y a aussi un aspect qui est souvent difficile pour les femmes, qui est le délai d'une semaine. Alors, vous disiez que la difficulté principale, c'était plus l'échographie de datation, mais ce délai-là est aussi... en fait, une fois qu'on a pris la décision, on doit aller voir un docteur pour avoir une ordonnance qui dit on sait qu'elle est enceinte, mais on ne peut pas enclencher le processus tout de suite, il faut attendre encore une semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce délai, en fait ? Moi, je suis très partagée là-dessus. Je suis très partagée parce que la plupart du temps, les jeunes femmes qui viennent au planning pour vérifier si elles sont bien enceintes ont décidé déjà, la plupart du temps. Mais pas toujours. Et donc, pas toujours. Donc, il faut aussi le temps de la décision. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres qui fonctionnent le mieux, ce délai est parfois raccourci quand les femmes ont une grossesse avancée. Ce délai est parfois illégalement raccourci, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ne profite pas de ce délai pour faire en sorte que les femmes soient hors délai. Moi, je suis très partagée. Hein. Il y a des femmes qui disent, moi j'avais décidé, j'en ai eu marre, une semaine c'était long. Et puis il y a des femmes qui disent, j'ai eu bien besoin de cette semaine pour en parler aux copines, au planning, aux médecins, etc. Je pense que les législateurs ont ouvert le parapluie, là, un peu, à un moment donné, c'est tout. Quand la loi a été votée, vous vous souvenez quand même, hein, je rappelle ça toujours, parce que c'est la seule loi qu'on connaît qui a été votée à l'essai. En 1975, quand Simone Veil s'est battue parce que les femmes étaient dans la rue, la loi sur l'IVG a été votée, mais elle a été votée à l'essai, on l'a revotée en 1979 quand même. On est redescendu dans la rue en 1979 pour que la loi soit votée. Donc, et maintenant, l'avortement est sorti de la pénalisation, hein, puisqu'il est depuis 2001. Donc on est sous la loi de 2001. Mais je crois que les législateurs, à ce moment-là, ils ont essayé d'ouvrir les parapluies. Maintenant, quand on consulte peut-être vous pourrez en parler, je veux dire, quand on consulte les psychologues, ils vous disent qu'il y a besoin, pour un certain nombre de femmes, de prendre du temps, de la réflexion. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est pas si long que ça, une semaine. Hein. C'est sûr que ça fait réfléchir, et c'est aussi pour ça qu'on s'en souvient. Mylène Leroy, peut-être que vous souhaitiez réagir à ce propos ? Par rapport à cette semaine, oui. Moi, je ne sais pas si on est sur un délai qui est suffisant, pas suffisant. Les patientes que je reçois, en général, je les reçois des années après cet acte-là. Et elles ne me parlent pas de cette semaine de délai en particulier. C'est surtout des troubles qui viennent s'installer par la suite dans le couple dont il est question. J'avais justement d'autres questions. Dans ce témoignage, la jeune fille nous parle que ça a rapproché ces deux personnes. Alors, je vais peut-être laisser mon micro à Thomas qui va vous poser des questions, mais pour vous, effectivement, ça peut être un moment important dans la vie d'un couple ? Alors c'est un moment important, bien évidemment. Moi, je reçois des couples qui sont en souffrance. Je reçois des couples dont le relationnel ou la sexualité a été heurté à un moment donné. Donc, je n'ai pas d'exemple aujourd'hui dans ce cas-là de rapprochement, mais plutôt de distanciation. Donc, comme vous venez de le rappeler, en tant que sexologue et psychothérapeute, vous recevez des couples qui
soit au niveau sexuel, soit au niveau affectif, ne vont pas bien, on est d'accord? Oui. Donc on va exclure dans les quelques questions qu'on va aborder les couples dont l'IVG n'a pas eu plus de conséquences que ça. On va plutôt aborder... Qui sont les plus nombreux. On a une question dans le public. Du coup, vous dites que c'est des couples en souffrance, bien sûr, sinon ils ne seraient pas là, je comprends bien. Mais est-ce que c'est vis-à-vis de cette IVG-là ou ça peut être pour des facteurs totalement différents? Alors, je n'ai jamais reçu de femme ou de couple venant avec cette problématique de base. Voilà. J'ai un problème qui est en lien direct avec l'IVG. Au fur et à mesure de la consultation, on va décrypter un petit peu, je dirais, la biographie du couple, ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il a pu en être dans le passé, ce qu'on voudrait en faire dans l'avenir. Et à un moment donné, l'homme ou la femme vient poser cet acte-là. Oui, alors je voudrais quand même vous rappeler, il y a eu un avortement. Est-ce que ça pourrait être la cause du problème? On me le pose plutôt de cette manière-là. Mais après, c'est pas forcément avéré. Voilà, c'est pas forcément avéré. Ça qui est lié. Et c'est important justement cette question parce que pas mal de femmes vont avoir un petit peu, je dirais, cette fausse excuse entre guillemets. Je mets bien des grands guillemets à ce que je viens de dire. Ça doit être à cause de ça si j'ai des troubles aujourd'hui dans ma sexualité. Je me repose un petit peu là-dessus. Et puis finalement, quand on va chercher ce qui peut se passer au niveau corporel, au niveau affectif, on se rend compte que c'était absolument pas un trauma. Alors c'est pas le cas pour toutes les femmes, bien sûr, mais de manière générale, on se rend compte que quand même, c'était pas la cause du problème. Voilà, donc c'est à ça que je voulais en venir en fait. Merci. Mais ouais, sur la question du trauma, le planning familial a édité donc j'ai avorté, je vais bien, merci. Et est-ce qu'on sait quantifier justement le traumatisme qu'il peut y avoir ou pas du tout? Enfin, nous, on ne sait pas. On ne sait pas parce que les femmes, on les voit quand elles veulent avorter. Une fois qu'elles ont avorté, elles ne reviennent pas pour nous dire « c'était rudement bien ». C'est dommage, oui. Quand on allait en Angleterre, on revenait dans les cars, on chantait, on disait c'était rudement bien. Mais on ne va pas dire qu'on veut partir en car en Angleterre. Bon, voilà. Donc, je pense que ce que disent un certain nombre de femmes pour qui l'expérience n'a pas été traumatisante, c'est je me suis sentie libérée, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors après, il y a des femmes pour qui... justement, il n'y a pas eu assez de réflexion ou il y a eu besoin de s'excuser, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à son Dieu, à son père, à sa mère, à la représentation qu'on a de la maternité, etc. Je pense que c'est pas quantifiable et puis il n'y a pas... Je ne vois pas où est l'intérêt que ce soit quantifiable. Je veux dire, il y a des jours, alors on a les conseillères conjugales qui vont dans les centres IVG, écouter au moment voir comment se passent les avortements. Et on a des retours très divers. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont en disant, sous anesthésie, les femmes pleurent. Puis il y a des personnes qui vous disent, ah non, très bien, personne, voilà. Donc moi je crois vraiment que là, ça renvoie chacune à elle-même et à ses représentations et à ce qu'elle a à régler dans sa vie, ce qu'elle a à mettre à distance. Moi, non, promis Thomas, je te coupe plus la parole. Alors, Mylène Leroy, vous venez d'évoquer des couples qui viennent avec des problèmes soit sexuels, soit affectifs, et qui vous servent l'IVG un peu comme une excuse. Mais est-ce que malgré tout, il y a des femmes qui viennent vous voir parce qu'elles constatent qu'il y a des problèmes soit sexuels, soit affectifs, suite à une IVG et qui n'avaient pas ces problèmes avant? Non, pas spécifiquement. Ça en fait partie. Je pense que c'est un grief de plus qui peut exister dans le couple. C'est un événement supplémentaire qui peut exister dans le couple. Mais attention, on n'est pas, enfin en tout cas je n'ai pas reçu à ce jour de personnes qui avaient de vrais troubles sexuels, plutôt relationnels. Oui, ça c'est un petit peu plus fréquent, mais sexuels non, pas particulièrement. Alors, est-ce qu'il y a des troubles particuliers qu'une IVG, je vais me faire houspiller en posant cette question, je sais, qu'une IVG peut exacerber des troubles déjà présents
mais qui peuvent être exacerbés par ce problème de l'IVG. Oui, les troubles de désir, les troubles d'anorgasmie. Si on repart sur les problématiques, je dirais un petit peu plus psycho-affectives, on a des femmes qui parfois, après certains mois ou une certaine distance après l'IVG, ont tendance à dire bon, je l'ai fait finalement un petit peu parce qu'il m'a poussé, ou parce que ce n'était pas forcément le moment, parce que c'était un petit peu trop tôt, parce qu'on n'était pas ensemble depuis suffisamment longtemps, etc. Donc il peut y avoir un peu de retrait par rapport à la sexualité, et certaines femmes, oui, vont utiliser, je dirais, cette distance affective et donc sexuelle avec leur compagnon. Et ça va créer une anorgasmie, des troubles du désir sur du plus long terme. Donc il y a des femmes qui ont besoin, après l'IVG, de prendre un peu de distance avec... ça ne vient pas forcément juste après, ça peut être là plusieurs mois, plusieurs années après cet acte. Après une grossesse, c'est pareil. Oui, bien après sûr. Une grossesse, oui, mais c'est différent. Je voudrais rappeler quand même qu'avant la loi, il y en avait un paquet de femmes qui jouissaient pas parce qu'elles avaient peur d'être enceintes quand même. Moi, appelons un chat, si vous permettez. Je veux dire, il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont passé leur vie à essayer de gérer une sexualité pour ne pas être enceinte avant les lois sur la contraception et sur l'IVG. Dans le petit livre que j'ai là aussi, il ne faut pas oublier qu'une IVG, et puis j'y pense aussi par rapport à la juriste qu'on a vue lundi matin, la conférence du Conseil général, qui parlait des viols et des viols armes de guerre. Qu'est-ce que c'est que d'élever un enfant issu d'un viol ? Est-ce que c'est pas plus traumatisant que d'avorter ? On n'en sait rien. Enfin, je pense que ça ne peut pas se mesurer. Tous les événements de la vie d'une personne peuvent ou être un traumatisme ou pas. Enfin, je suis pas sûre que l'IVG ce soit particulier et différent de tout autre événement. Là, juste un mot, étudiante de 23 ans, un peu paumée, 2 étudiants de ma promo que je connaissais à peine ont profité de ma fragilité. Je suis tombée enceinte. J'ai tenté de concerner l'un d'entre eux sur ce qu'ils avaient fait, mais visiblement, je n'existais pas pour lui et ce n'était pas son problème. Alors, 2 étudiants ont profité de ma fragilité, dit-elle. Elle ne dit pas 2 étudiants m'ont violée. Et on comprend ensuite seulement que c'est un viol. Donc là, c'est sans doute plus fort pour elle que d'avoir réussi à avorter. Donc, bon. Je suis allée seule à l'hôpital après une entrevue avec un médecin qui m'a fait la morale sur mon horloge biologique et a insisté sur le fait que c'est maintenant que je dois avoir des enfants. Alors là, en revanche, on a un certain nombre de jeunes femmes qui nous disent ça. À un moment donné, sur la place de Clermont, il y avait un médecin qui rappelait aux femmes qu'il était temps quand même. Mais bon, il pratique moins. Alors, Mylène Leroy, je voulais revenir un peu sur, dans cette problématique de l'IVG, sur le partenaire de la femme. Est-ce que les femmes qui viennent vous voir vous parlent un peu du comportement que leurs partenaires ont eu à leur égard suite à une IVG ? On parle du comportement, oui, qu'il a pu avoir, du manque d'écoute souvent, du manque d'écoute de cet acte. Alors moi, évidemment, on en parle avec pas mal de souffrance, c'est pas toujours des femmes qui l'ont bien vécu. On parle de, finalement, cette non prise en compte de l'acte d'enfantement. On n'est plus simplement sur le terrain de la jouissance. Il y a autre chose qui a pu se passer. Il peut y avoir des peurs derrière de procréer à nouveau, d'enfanter à nouveau. Et ça crée une certaine distance entre la sexualité qu'on pouvait avoir sur le terrain du jeu uniquement auparavant et la sexualité qui pourrait devenir autre chose par la suite. Et on n'a pas forcément de compréhension entre l'homme et la femme sur ce terrain-là. Et c'est là qu'on se questionne pas mal en consultation. Alors, depuis le début de ce débat, on parle beaucoup de la situation de la femme, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais pour ce qui est du partenaire, on peut se dire que lui aussi peut ne pas savoir où se mettre quand on lui annonce voilà, je suis enceinte,
souvent des jeunes, ils se sentent pas prêts, c'est pas le moment. Comment ils devraient réagir ces jeunes hommes selon vous? Alors comment ils devraient, j'ai pas à leur dire la manière dont ils devraient réagir. Ce que j'ai entendu souvent, c'était des jeunes hommes qui n'étaient pas prêts et qui n'avaient pas forcément conscience de ce qui était en train de se passer pour leur partenaire, que ce soit au niveau psychique ou au niveau corporel. Donc il y avait par la suite pas mal de reproches faits à ce partenaire. Tu n'as pas pris conscience de ce qui pouvait se passer en moi, pour moi, à ce moment-là. Alors, est-ce que justement, il y a des hommes qui viennent vous voir parce que ça leur provoque des troubles psychiques, affectifs, sexuels, une IVG de J'ai leur pas eu partenaire? d'hommes seuls qui étaient venus en consultation pour cette problématique-là. En général, ils abordent le sujet quand ils viennent en couple. Donc, il y a des hommes pour qui c'est important que ça reste une démarche de couple. Oui, parce que derrière tout ça se cache l'idée que les problèmes sexuels pourraient être en lien avec l'IVG. Donc ils veulent se rassurer et peut-être creuser un petit peu le sujet qu'ils n'osent plus ou qu'ils n'ont jamais osé aborder chez eux, en couple. On a une question dans la salle. Moi, je voudrais bien ramener aussi ce type de question à Fabienne Ziatli, qui, dans son texte, ne met pas l'homme, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il n'est pas là non plus dans un discours par rapport vis-à-vis de lui. Et est-ce que s'il n'est pas là, c'est que c'était vécu plus du côté, et uniquement du côté de la femme, ou est-ce que... Qu'est-ce qui fait... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas là? Alors, on va dire, je ne vais pas rentrer dans la partie secrète du texte, voilà, mais il n'est pas là. Ça, c'est un fait. Et alors, ce serait rentrer dans ma vie privée pour essayer d'expliquer pourquoi il n'est pas là. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que souvent, en général, je ne sais pas, mais souvent, dans les échanges avec des hommes sur le thème, ils ne sont pas là. Et comme je disais tout à l'heure à la fin de la lecture, dans la discussion avec les hommes sur ce thème-là, tout d'un coup, je les voyais s'arrêter et dire « mais en fait, ah oui, je me souviens ». Et tout d'un coup, se souviennent de comment ils ont vécu un avortement. Et là, de me rendre compte que soit ils l'avaient vécu exclu, de loin, de près, hein, il y a toutes sortes de choses. Mais en tout cas, il me semblait qu'on n'entendait pas beaucoup, sauf peut-être en des lieux spécialisés, mais on n'entendait pas beaucoup les hommes parler de cela et que peut-être, nous, en tant que femmes, on ne les avait pas beaucoup sollicités là-dessus. Voilà. Mais j'ai le sentiment qu'effectivement, ce temps de la... Alors, il y a quelque chose qui m'est venu peut-être pourquoi il peut être absent, mais alors là, ça c'est une idée, je dirais, d'écrivaine. Mais peut-être que quand il y a l'autre, c'est la peur, tout d'un coup... justement, qu'on rentre dans un projet de couple, je ne sais pas comment dire, et tout d'un coup, ça donnerait corps parce que, oui, ça pourrait être un enfant, mais qu'à ce moment-là, quand on décide d'avorter, ce n'est pas un enfant, puisqu'on ne le projette pas. Et peut-être que s'il y a le père ou le compagnon qui est là, ça pourrait rendre... Peut-être qu'on a peur que ça devienne plus effrayant, en fait. Et que donc, du coup, on se met... peut-être dans une bulle comme ça, une bulle dans laquelle on est forte, voilà. Et peut-être que dans ces bulles-là, pour certaines femmes, il y a une place pour un homme et pour d'autres pas, voilà. Puis des fois, ils sont complètement absents parce que voilà, ils se sentent pas ou ils sont pas concernés, je sais pas. Mais moi, je crois qu'il y a une différence aussi dans le moment où, au moment de l'acte sexuel. Est-ce que cet acte sexuel, il est complètement dégagé du projet de maternité et de paternité ou pas, quoi? Les femmes ont gagné ça quand même, de séparer la sexualité de la conception. Donc après, est-ce que c'est un accident de contraception? Est-ce que c'est une prise de risque pas tout à fait consciente, inconsciente, etc. Tout ça rentre en jeu aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, quoi? Est-ce que j'étais dans un projet avec quelqu'un ou est-ce que je suis dans un projet avec quelqu'un? Moi, je pense que c'est là. La place des hommes, ils ont leur place, mais je pense que c'est un autre débat, qui est celui de la paternité.
Et donc, il mériterait sans doute plus de place, et peut-être pas la journée des droits des femmes, mais qui mériterait plus de la réflexion, je crois. Parce que soit on est dans un projet à deux et dans quelque chose qui se passe à deux, soit non, c'est le corps de la femme qui peut estimer qu'elle a fait une erreur de gestion de sa contraception. C'est un peu ce que je ressens, moi, en consultation, chez les hommes qui peuvent en parler. Il y a cette question de l'engagement. On était sur le terrain de la jouissance, on n'était pas sur un autre terrain. Il y a quelque chose d'autre qui se joue à ce moment-là pour eux, et ils n'étaient pas prêts à vivre ça. Alors, mais je voulais juste signaler un livre, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu intéressés par la littérature ou la poésie. Il y a un poète qui s'appelle Richard Brautigan, qui est un très grand poète américain, qui s'est suicidé dans les années 70, je crois bien, et qui, dans les années 60, a écrit un livre que j'ai découvert tardivement, mais qui s'appelle L'avortement. Et en fait, il raconte comment il accompagne sa compagne, justement, de l'époque, pour se faire avorter au Mexique. Et c'est absolument fabuleux. C'est très beau, c'est très juste. Enfin, très beau, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a beaucoup d'amour. Et il y a des passages vraiment fabuleux. Et j'étais très étonnée, donc voilà, comme quoi les hommes sont étonnants, de découvrir qu'un homme, dans les années 60, avait pu écrire un texte qui s'appelle L'avortement. Voilà, c'est un livre de poche. Voilà. Alors, j'avais une dernière question pour vous, Mylène Leroy. Au cours d'une IVG, il y a forcément un suivi médical, on en a parlé pendant toute cette émission, mais le suivi psychologique n'est pas obligatoire. Donc, je voulais savoir si vous pensiez qu'il faudrait prescrire au moins une séance ou deux avec un thérapeute, ne serait-ce qu'à titre préventif. Alors, il y a une séance de toute façon qui est obligatoire une fois qu'on... Pour les mineurs ? Oui, pour les mineurs, une fois qu'on va... parler de cette IVG envisagée. Prescrire, non, on n'est pas dans une situation d'obligation. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de chercher plus loin, je dirais, là où d'autres auraient peut-être besoin de creuser, mais ça reste un choix en tant qu'individu. Je vous remercie. Pour terminer cette émission, je vais vous lire un témoignage d'un jeune homme qui parle de son expérience d'une IVG. Je venais d'avoir 21 ans, c'était les vacances d'été. Le mois de juillet se terminait doucement et nous préparions avec quelques amis l'anniversaire de 2 copines qui fêtaient leurs 18 ans. La soirée arriva et l'une d'elles se rapprocha de moi. Nous sommes montés dans sa chambre. Ce fut l'une des meilleures soirées que je passais. Elle reste encore aujourd'hui gravée dans ma mémoire parce que ce soir-là, nous n'avions pas de préservatif. Cette fille me plaisait énormément. Et la fin de l'été s'annonçait encore plus doux que ce que je m'étais imaginé. Quelques jours plus tard, mon meilleur ami invite quelques personnes chez lui pour un barbecue à la campagne. J'y vais le cœur léger, sachant que j'y retrouverai la fille, qui préfère ce soir-là coucher avec mon meilleur ami. Déception. 2 jours passent, elle s'invite chez moi et nous passons la soirée ensemble. Elle se confie. Elle tente de m'expliquer son comportement et nous parlons pendant 2 heures. Et puis, plus de nouvelles pendant 3 semaines. L'été suit son cours. Un soir, je reçois un coup de téléphone. Un de mes amis me demande de le rejoindre au plus vite pour discuter de la fille, qui a, selon lui, quelques soucis. Il reste très vague, et je sens au ton de sa voix que, quel que soit le souci, cela le touche. Je prends la voiture et 20 minutes plus tard, je le retrouve. À ses côtés, il y a la fille. Elle est encore plus jolie ce soir que dans mon souvenir, et je vois un peu plus loin derrière mon meilleur ami. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe, et puis la fille nous prend à part, mon meilleur ami et moi, et nous explique qu'elle a quelque chose à nous dire. L'un de nous est le père, oui, elle est enceinte. J'apprends donc qu'avec mon meilleur ami non plus, elle n'a pas utilisé de préservatif. Là, des milliers d'idées me sont passées en tête. Moi, étudiant, je me voyais déjà signer chez Carrefour ou McDonald's pour avoir des revenus au plus vite afin de faire vivre correctement cette jeune fille et son enfant. Et puis je me suis dit qu'elle n'avait peut-être pas envie d'avoir un enfant à 18 ans. Et avant que je ne réussisse à formuler quelques phrases, mon meilleur ami lui demande de combien elle a besoin.
Et moi, je ne comprends pas pourquoi il lui demande ça. Elle répond qu'elle ne sait pas, qu'elle a juste fait un test de grossesse et qu'elle a été au planning familial. Mon meilleur ami fouille dans sa poche et lui tend 30 € en liquide. Il nous regarde tous les deux et dit qu'il est désolé, mais qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Et il s'en va, sans se retourner. Je ne l'ai plus jamais revu, 4 ou 5 ans par la suite. Je regarde la fille et lui demande ce qu'elle veut faire. Elle me répond qu'elle ne peut pas garder l'enfant et qu'elle ne peut pas en parler à ses parents. Dans sa famille catholique, l'avortement serait une véritable blessure. Je lui ai donc dit que je serais là à chaque moment où elle en aurait besoin, autant physiquement que moralement. Je l'ai accompagnée au planning familial, aux différents rendez-vous pour pouvoir programmer l'IVG, puis à l'hôpital. Je suis resté à son chevet le soir jusqu'au moment où l'infirmière m'a mis dehors. Et je suis revenu la chercher le lendemain. J'avais laissé une fille gaie, pleine de vie, et j'ai retrouvé dans le hall de l'hôpital une fille triste, sans lueur dans le regard, qui n'a pas parlé durant tout le trajet. Je l'ai déposée à quelques rues de chez ses parents, à qui elle avait dit qu'elle dormait chez une amie. Et sans se retourner, elle est partie. Pendant tout le temps où je l'accompagnais, personne ne m'a demandé à moi ce qui se passait, ni si j'allais bien, ni même ce que je ressentais. J'étais là parce qu'elle me l'avait demandé et parce que je le voulais. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas vraiment mettre des mots sur ces sentiments. J'étais triste de devoir accompagner une fille à l'hôpital pour une IVG, et encore plus triste de ne pas l'avoir revue ensuite. Paradoxalement, j'étais heureux d'être avec elle. J'étais même un peu fier parce que je me disais que j'avais un comportement exemplaire, alors que mon ami, lui, avait simplement tendu 30 €. Alors que je pensais que cette IVG nous avait rapprochés, elle et moi, cela nous a séparés, définitivement. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, et encore aujourd'hui, je me sens proche d'elle en quelque sorte. C'est une expérience et des sentiments personnels. Donc, il faut le prendre comme un témoignage personnel d'un garçon et de la vision d'un garçon qui ne se pose pas la question qui dit pas c'est moi qui ai oublié le préservatif, mais qui dit c'est elle qui n'a pas pris le préservatif. Donc la contraception, c'est aussi toujours aux femmes qu'on la demande. Donc là-dessus aussi, au planning, on intervient beaucoup pour qu'elle soit partagée, quoi. Et que la question, elle se pose à chaque fois. Et qu'à chaque fois, effectivement, je trouve les jeunes assez responsables d'ailleurs là-dessus aujourd'hui, sur le fait que des préservatifs, on vient les chercher au planning, et si on n'a pas une autre contraception, on sait au moins qu'on a des préservatifs. Ça me permet de dire que j'ai mis au fond des documents, parce que sans préservatif, c'est aussi le risque des IST. Voilà. Moi, je voudrais finir par l'appel les filles des 343. On rappelle qui étaient les 343. Les 343 salopes, celles qui avaient signé qu'elles s'étaient faites avorter. Donc, dans le livre-là, ça s'appelle Les filles des 343. Alors, c'est presque leur petite fille, hein, mais bon. Voilà. Alors, plus de 200 000 femmes avortent chaque année en France. Si cet acte pratiqué sous contrôle médical est des plus simples, le parcours des femmes qui avortent l'est de moins en moins. Le droit à l'IVG est menacé dans les faits par la casse méthodique du service public hospitalier dans les discours qui présentent régulièrement l'avortement comme un drame dont on ne se remet pas, un traumatisme systématique. Ces discours sur l'avortement, éloignés de ce que vivent la grande majorité des femmes, ont pour but de les effrayer et de les culpabiliser. Nous en avons assez de cette forme de maltraitance politique, médiatique, médicale. Avorter notre droit, avorter notre décision, qui doit être respectée. Nous ne sommes pas des idiotes ou des inconséquentes. Nous n'avons pas à nous sentir coupables, honteuses ou forcément malheureuses. Nous revendiquons le droit d'avorter la tête haute, parce que défendre le droit à l'avortement ne doit pas se limiter à quémander des miettes de tolérance ou un allongement de la corde autour du piquet. Nous disons haut et fort que l'avortement est notre liberté et non un drame. Nous déclarons avoir avorté et n'avons aucun regret. Nous allons très bien. Nous réclamons des moyens pour que le droit à l'IVG soit enfin respecté partout.
Je vous rappelle que dans un certain nombre de pays, il régresse. Nous réclamons son accès inconditionnel et gratuit et la liberté de faire ce que nous voulons de notre corps sans que l'on ne nous dise comment nous devons nous sentir. Les filles des 343, avril 2011. Merci Geneviève Lombard. Nous arrivons au terme de cette discussion. Merci à vous, merci au public qui était là. Donc, nous l'entendions, l'interruption volontaire de grossesse, c'est des parcours, des témoignages fort différents et un acte simple finalement, tel de la santé, mais toujours compliqué sur les à côté. Oui, je peux aller bien après une IVG. C'était le message. Merci à nos invités, Geneviève Lombard, Mylène Leroy, Fabienne Zweati, dont on peut retrouver le texte, ligne de partage des eaux, en médiathèque ou chez votre libraire. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 19h, à partir de 19h à la Gautière. Merci à Thomas, Lise et Quentin qui nous accompagnaient. Merci. Merci Patricia. Radio Campus Clermont, en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand et le réseau Femmes, vous présente la Semaine des droits des femmes. Si les débuts de carrière sont les mêmes, c'est vers 35 ans que se pose un problème, soit parce que la femme s'auto-limite, soit qu'on lui refuse toute responsabilité importante. Les entreprises de plus de 300 salariés devront présenter chaque année un rapport comparatif de la situation des hommes et des femmes. Du 8 au 16 mars 2013, tout au long de cette semaine au féminin, Radio Campus vous propose de retrouver son équipe lors de tables rondes et de débats. Oui, on a vu dans ce reportage, vous en êtes aperçu, une jeune femme qui n'a accepté de parler que de dos. Elle ne voulait pas parler à visage découvert parce qu'elle craignait que cela nuise à sa future carrière, ce qui est très révélateur.